Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cet événement en ligne, donc à l'IEA de Paris. Nous aurions aimé pouvoir vous accueillir dans nos beaux locaux sur l'île Saint-Louis. Malheureusement, ça n'est pas possible, peut-être bientôt. En tout cas, voilà pour cet événement qui prend place dans le cadre de la Nuit des idées, qui a pour thème cette année proche, au pluriel. Et donc, cette thématique nous a évoqué des recherches d'anciens résidents et de résidents encore présents à l'Institut. Je resitue rapidement l'Institut pour ceux qui ne le connaissent pas. Nous sommes un centre de recherche qui accueille des chercheurs étrangers de haut niveau, chercheuses et chercheurs d'ailleurs, pas que des chercheurs, même si ce soir c'est le cas. Et, donc, ils viennent pour travailler sur un projet de recherche de leur choix et nous leur fournissons toutes les meilleures conditions pour le faire et surtout les intégrons dans une communauté interdisciplinaire qui leur permet d'échanger avec des gens d'horizons très différents. Là, pour ce soir, c'est avec des historiens que nous allons dialoguer pour cette rencontre. En explorant la question de la proximité à travers celle des solidarités et des réalités concrètes du voisinage et donc de la proximité à Paris entre 1789 et 1794, donc dans la période révolutionnaire, pour une rencontre qu'on a intitulée « Proximité et mobilisation politique, voisins et voisinage à Paris sous la Révolution ». Alors, les questions essentielles qui vont être abordées ce soir, c'est: peut-on être proche dans une capitale en révolution? Qu'est-ce que cette proximité va signifier et quels sont ses effets politiques? On abordera peut-être aussi, j'imagine, la question de la méfiance qu'il y a eu à cette époque-là, où c'était sans doute un peu compliqué de se confier même à son voisin. Et en quelque sorte, ce qu'on va faire ce soir, enfin, ce que nos invités vont faire ce soir, c'est une étude quelque part des réseaux sociaux, mais ceux d'il y a 2 siècles et demi quasiment. Et ces réflexions-là, et c'est important de le souligner, je vais partager mon écran pour vous montrer la couverture d'un livre récemment paru, que j'espère que vous voyez tous affiché là, qui donc s'appelle « Paris et ses peuples » au XVIIIe siècle, qui a été dirigé par Pascal Bastien et Simon MacDonald, qui sont actuellement présents avec nous, et que je remercie encore une fois de bien avoir voulu participer à cet événement, qui donc était résident il y a 5 ans de ça déjà, et auquel a aussi contribué Colin, qui est aussi là ce soir. Donc je vais les présenter brièvement avant de leur laisser la parole. Pascal Bastien, qui ouvrira la danse, est professeur d'histoire à l'Université du Québec à Montréal. Il est directeur du groupe de recherche en histoire des sociabilités et il était donc chercheur en résidence à l'IA de Paris en 2016-2017. Son intervention sera intitulée « Suivez-nous, confiance, colère et mobilisation populaire au printemps 1789 ». C'est dans la lignée directe du projet qu'il avait mené lorsqu'il était à l'Institut. Simon MacDonald, qui est Research Fellow à la Queen Mary University de Londres, était lui chercheur aussi en résidence en 2016-2017 et va nous présenter une intervention intitulée « Des voisins suspects, les Britanniques à Paris lors de la Révolution française ». Et enfin, last but not least, Colin Jones, qui est professeur d'histoire à la Queen Mary University de Londres, est actuellement en résidence à l'UA de Paris. Et lui va nous parler de la figure de Robespierre et son lien avec Paris et les Parisiens. Et là aussi, ça découle directement de son projet à l'Institut. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Pascal. Alors, d'abord pour commencer, quelques remerciements bien sentis, puisque c'est grâce à l'équipe de l'Institut d'études avancées de Paris que nous nous réunissons aujourd'hui, et je leur en suis très, très reconnaissant, non seulement à Simon Luc, mais à Solène Debonis et à Claire Jandel, qui nous ont aidés à préparer cet événement. J'en suis d'autant plus content que ça me permet de retrouver mes collègues et complices Simon MacDonald et Colin Jones. Et puis, c'est toujours, même depuis Montréal, c'est toujours un plaisir de retrouver l'IEA, dont je garde les plus chaleureux souvenirs. Bien. Alors, je vais m'assurer que vous puissiez bien voir cette présentation PowerPoint et je me lance en fait. Donc, dans le cadre d'une
réflexion sur la proximité et la mobilisation politique sur la Révolution, je voudrais vous présenter rapidement, trop rapidement sans doute, les émeutes qui ont secoué le faubourg Saint-Antoine les 27 et 28 avril 1789, quelques jours à peine avant l'ouverture des États généraux. Présenté dans la presse de l'époque comme étant une catastrophe d'une violence inouïe, il nous est toujours difficile aujourd'hui de reconstituer en détail les causes et les modalités de l'émeute. L'estimation des victimes, en outre, ne semble convaincre que lorsqu'on fait mécaniquement la moyenne des extrêmes entre les minimums avoués par les autorités et les chiffres vertigineux énoncés par des diaristes et des mémorialistes. À la fois coupable et victime, l'entrepreneur Jean-Baptiste Réveillon constitue le pivot le plus visible de ces émeutes, et c'est évidemment pour cette raison qu'on ne cesse de parler de ces épisodes insurrectionnels comme étant l'affaire Réveillon. C'est en effet la grande manufacture de tapisserie de la rue de Montreuil, dans le faubourg Saint-Antoine, installée dans l'ancienne folie Titon qu'avait pu acheter le riche homme d'affaires quelques années plus tôt, qui devint la cible de la contestation. Vous retrouvez ici la plaque que vous pouvez voir au numéro 31 de la rue de Montreuil, donc dans le faubourg Saint-Antoine, enfin dans le quartier Saint-Antoine. Comme les Londoniens qui, dans la nuit du 2 juin 1780, se ruent vers les chapelles des ambassades catholiques, les Parisiens tâcheront d'atteindre le 27, puis enfin le 28 avril, la folie Titon, résidence et manufacture de Réveillon, pour exprimer leur colère et, d'une façon plus sourde peut-être, leurs avertissements. Qui prend les armes? Qui circule dans la ville? D'où provient l'émeutier et quelle colère porte-t-il au point? En tant qu'événement historique, les émeutes du faubourg Saint-Antoine apparaissent pour la première fois en 1791 dans la collection des tableaux historiques de la Révolution engagés par Nicolas de Chamfort. Les tableaux sont un projet qui s'échelonne sur plus de 25 ans. Mais la première série de 26 gravures est présentée par Chamfort, moraliste, journaliste, bibliothécaire, candidat malheureux à la législative, mais révolutionnaire engagé, jacobin et proche de Robespierre. Les deux gravures les plus connues des émeutes Réveillon sont les deux premières planches des tableaux historiques. Elles ouvrent donc l'histoire de la Révolution française, comme si l'été 1789 n'avait été qu'une conséquence du printemps du faubourg Saint-Antoine. Alors, les commentaires de Chamfort sont importants. Je ne vais pas vous les lire intégralement, mais je crois qu'il est absolument essentiel de jeter un coup d'œil sur les passages en caractère grand. Donc, d'une part, on ne doit point compter parmi les mouvements généreux du peuple vers la liberté, ni regarder comme son ouvrage l'émeute excitée contre Réveillon, riche manufacturier du faubourg Saint-Antoine et citoyen estimable. Pardon. Chamfort poursuit un peu plus loin. On avait vu une troupe de 1000 à 1200 hommes armés de bâtons démolir une maison de fond en comble, brûler tranquillement les ateliers, des magasins, porter l'effigie d'un citoyen jusqu'à l'hôtel de ville, en observant dans cette exécution, comme dans cette marche, une espèce d'ordre et même de subordination scandaleuse, sans que la police d'alors, qui était pourtant dans toute la vigueur de son activité, fit le moindre mouvement pour réprimer cet audacieux brigandage. Les deux planches ne disent rien du rôle de Réveillon dans le déclenchement des émeutes. Chamfort évoque la marche, cette marche rappelle à la fois la marche collective des cérémonies officielles, où on porte l'effigie, et la marche comme mouvement des troupes, empruntant ici les mots du militaire. En fait, ces deux premières planches du tableau historique sont très clairement présentées comme hors de la Révolution. Les véritables personnages appelés à devenir des acteurs de la Révolution sont, dans l'une et l'autre gravure, les gardes françaises. Ce sont elles qui prendront la Bastille. Le peuple, ici, c'est-à-dire la foule, n'est pas la nation. Alors, ce peuple, c'est qui? Entre le récit de l'événement lui-même et les quelques traces qu'il est possible de réunir dans les archives de la prévôté de Lille, je vais essayer de poser les principaux cadres de la mobilisation populaire au printemps 89. Ces enjeux de proximité, de voisinage, d'engagement politique pourront peut-être servir d'introduction aux interventions sans doute moins maladroites de mes deux camarades. Ça sera donc ma modeste ambition que de présenter en quelque sorte le moteur de ces mobilisations populaires. Les historiens David Garriock et Thomas Lockett présentaient le Paris pré-révolutionnaire comme une capitale orpheline de ses sociabilités civiques de quartier. Après une solidarité de voisinage, encadrée par les notables locaux et la milice bourgeoise, attachée au quartier municipal et déjà fondée sur l'idée d'un citoyen ou en tout cas d'un citadin soldat,
les Parisiens du XVIIIe siècle auraient vu leur communauté exploser, se disperser, se disséminer, presque disparaître. Par la création de la lieutenant générale de police de 1667, la communauté de quartier se trouve aliénée civiquement, alors que la milice bourgeoise est remplacée d'une part par le guet et la garde, attachés à la ville, et d'autre part par les gardes françaises et les gardes suisses, attachés à l'armée royale. Selon Thomas Lockett, à l'égard des tensions parisiennes de 1787 et 88, les Parisiens auraient manqué du patriotisme civique et de l'organisation locale qui avaient rendu possible les barricades au XVIe siècle et la fronde au XVIIe siècle. Comment donc penser une nouvelle mobilisation, un nouvel engagement politique? Donc, retraçons, c'est mon objectif, et j'espère que je ne serai pas trop bavard, retraçons l'événement en tant que tel. Les États généraux sont d'abord annoncés pour le 27 avril 1789. Avec beaucoup de retard par rapport aux autres régions de France, le règlement pour les élections à Paris n'est émis que le 13 avril. Les élections et la rédaction des cahiers se poursuivent jusqu'en mai 1789. Les assemblées primaires rédigent les cahiers particuliers et doivent élire des électeurs, tandis que les assemblées au second degré devront faire la synthèse des cahiers particuliers et élire des députés. À Paris, les conditions requises pour être électeur aux assemblées primaires sont plus restrictives qu'en province. Il faut être français, âgé de plus de 25 ans, mais surtout justifier une capitation supérieure à 6 livres. Il ne se trouve donc à Paris qu'environ 40 000 citoyens habilités à participer au processus électoral, soit à peu près 5 à 6 % de la population de la capitale. Or, il était théoriquement interdit à ceux qui n'avaient pas le droit de vote d'assister aux assemblées électorales. Exclusion, par conséquent, de la plus grande partie des compagnons et des apprentis. Je n'avais à l'écran que l'un des très nombreux exemples de pamphlets qui vont circuler depuis janvier jusqu'en avril et en mai 1789, critiquant le processus électoral et l'exclusion d'un tiers-État en quelque sorte négligé. Je prends rapidement quelques extraits. Vers la fin de la page numéro 9 que vous voyez à l'écran, on s'attend qu'il y aura un peu de bruit du côté des halles, vers les quais. Les portefaix, les charbonniers veulent présenter leurs cahiers, et quoique la plupart d'entre eux ne paient pas 6 livres de capitation, il sera difficile de leur fermer la porte des assemblées. Dans un autre document, on poursuit. Paris s'assemble aujourd'hui en 20 endroits différents, mais la manière de convoquer ne plaît pas à tout le monde, de sorte qu'on s'attend à des protestations. Depuis le début du mois d'avril, il y a une tension très forte dans la ville à l'égard du processus électoral, et Thiroux de Crome, le lieutenant général de police, en est très conscient. Donc, depuis le tout début du mois, tous les jours, donc quotidiennement, il écrit une petite gazette qu'il envoie au roi pour le rassurer et pour lui dire que Paris est calme ou qu'on prend toutes les dispositions pour s'assurer de la pacification de la capitale. Bien. La ville est divisée en 60 districts, environ 3 à 4 districts par quartier municipaux, et une assemblée primaire se tient dans chaque district. Dans la semaine donc, qui suivra le règlement d'avril, de très nombreuses brochures, je l'ai évoqué, paraissent et rendent compte des frustrations des populations ordinaires. D'une part, là j'ai un autre extrait simplement pour donner encore le contexte de ces tensions très fortes entre les classes les plus modestes de la capitale et les électeurs. Bon, l'habit du roi, on le comprend, donc, est un éprimé plutôt conservateur que progressiste, mais à tout le moins, Montjoie reconstitue, précisément pour l'épisode de Réveillon, reconstitue l'ambiance qui peut exister au sein de ces assemblées. Et ce que, évidemment, je vous épargne la lecture complète de cet extrait, mais ce que Montjoie rappelle, c'est d'une part qu'on réussit en effet à forcer les portes des assemblées et à faire valoir les revendications des populations les plus ordinaires, mais qu'il y a de la part tantôt des membres du tiers-État et tantôt dans le cadre d'autres assemblées, il y aura un mépris très clairement affiché à l'égard de ceux qui veulent porter parole alors qu'ils ne peuvent revendiquer ces livres de capitation. Je ne lis avec vous que le dernier paragraphe que vous voyez à l'écran. Tous ces riens réunis, tous ces gestes de mépris, inspirèrent beaucoup de mécontentement à la classe des ouvriers. Elle est très nombreuse dans les faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marceau. Il sait, et c'est ce qui me paraît le plus intéressant,
il s'est établi dans son sein une telle communication que ce qui affecte quelques-uns de ses membres est bientôt su de tous les autres. Et dans cette occasion, la querelle devint commune. Tous les ouvriers se crurent humiliés par la conduite qu'avaient tenue les notables du district de M. Réveillon, mais ils s'enterrent à des murmures qui n'effrayèrent pas beaucoup les agents de police. Ce que je vais maintenant vous présenter, c'est d'abord une carte de Paris qui nous permet au moins de mettre les pieds sur le territoire du drame. Ce que vous voyez donc dans ce premier état de la carte, c'est la division des districts de Sainte-Marguerite et le district des Enfants-Trouvés. Réveillon est un électeur du district de Sainte-Marguerite et son ami Dominique Henriot, propriétaire d'une manufacture de salpêtre, est électeur au district des Enfants-Trouvés. J'ajoute à cette carte d'autre part, les lieux d'attroupement, de circulation, de mobilisation que l'on peut retrouver à Paris à la même époque. Donc, on retrouve les lieux de circulation, les ports, les marchés, et puis des lieux politiques comme le Palais Royal, comme la place de Grève. Enfin, j'ajoute toujours à cette carte, un peu trop loin, voilà, donc les garnisons, donc la présence de la main forte, la présence du guet, de l'armée, de façon à ce qu'on puisse avoir donc, la superposition de ces éléments du drame sur lesquels je vais revenir dans un instant. J'attire aussi votre attention sur les points rouges que j'ai surlignés. Donc, si vous voyez mal ce qui est indiqué dans la légende, puisque la légende est tout à fait minuscule, donc le point A, c'est la manufacture de Réveillon, le point B, la manufacture d'Henriot, le point C, la verrerie royale, hein, où on cherchera à recruter des ouvriers, le point D, la manufacture des Gobelins, qui elle aussi sera un lieu de recrutement, le point E, la Bastille, et le point F, l'archevêché, où une assemblée d'électeurs se réunira donc à la fin avril 89. Bien, alors, je reprends le fil de l'histoire. Le 23 avril, dernière journée des assemblées primaires de district, Réveillon, et c'est son grand crime, aurait fait un discours à l'assemblée électorale du district de Sainte-Marguerite, où il aurait déploré les coûts élevés de la production et le niveau élevé des salaires. Avait-il préconisé la baisse des salaires comme la rumeur le diffusera? La même remarque aurait été prononcée par un ami de Réveillon, Dominique Henriot, fabricant de salpêtre et électeur à l'Assemblée du district des Enfants-Trouvés, dont la manufacture se trouvait rue de la Côte, Faubourg Saint-Antoine. Ce sont donc les observations de Réveillon et Henriot qui auraient déclenché un mécontentement immédiat. Donc, le 23 avril, vers 22 heures, quelques ouvriers portent une rumeur et un mécontentement dans le faubourg au sujet de, et je cite Thiroux de Crosne, au sujet de remarques inconsidérées sur les salaires. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont des extraits que je n'ai pas transcrits, mais des extraits de la plume de Thiroux de Crosne dans sa gazette quotidienne qu'il présente au roi. Donc, ce qui est important, à mon avis, de retenir, c'est que, d'une part, on ne peut pas circonscrire la mobilisation qui se mettra en place jusqu'au 27 avril, on ne peut pas circonscrire cette mobilisation aux deux seuls districts de Sainte-Marguerite et des Enfants-Trouvés. Quand on élargit, enfin, quand on prête attention à tout ce qu'on retrouve dans les archives judiciaires notamment, donc on peut suggérer qu'au-delà de cet espace, au-delà de ces espaces, de ces territoires géographiques, donc il y a certes une solidarité de voisinage qui existe au faubourg, très clairement, mais elle se superpose à une solidarité professionnelle et certainement à une solidarité de précarité. En outre, parce que le quartier ne se suffit plus à lui-même et que le citadin est amené à devenir plus mobile, notamment en raison du travail, les réseaux d'information informels se sont étendus à leur tour. Et puis, j'ajouterai, comme le fait David Garrioch, le rôle des femmes comme faiseuses d'opinion à travers ce qu'il appelle les territoires féminins, que sont la rue et les marchés. Donc, on peut supposer qu'il y a un sentiment de partager des intérêts mutuels qui, d'une affaire locale, peut devenir, j'ai envie de dire, une lutte ou une affaire globale. Le 24 avril, donc en matinée, Thiroux de Crosne fait un rapport rassurant au roi. C'est aussi le 24 que s'ouvre l'Assemblée générale du tiers-État à l'archevêché, qui réunit les électeurs nommés par les assemblées de district. Réveillon siège aussi
à l'Assemblée électorale, réunie à l'archevêché. Donc, il y a une accalmie entre les mots prononcés le 23 avril et le 27 avril. Et donc, 4 jours, non pas d'accalmie, mais 4 jours de mobilisation, 4 jours de préméditation. Et on le retrouve évidemment suggéré à mi-mot dans les archives judiciaires, dans la mesure où ceux qui sont arrêtés ne veulent pas dire qu'ils ont conspiré à détruire les manufactures d'Henriot et de Réveillon, mais on constate qu'il y a une véritable préparation et que ce qu'on remarque aussi, c'est que dans la nuit du 26 au 27, dit-on à plusieurs endroits à Paris, mais notamment dans le village de Charonne, dans un cabaret du village de Charonne, on s'est réunis pour préparer non pas seulement 2 effigies, non pas seulement 2 mannequins de paille représentant Réveillon et Henriot, mais plusieurs effigies représentant ces 2 personnes, mais dans la mesure où il n'y aura pas qu'une seule procession, il y en aura plusieurs. Et ce qu'il m'est possible pour le moment d'affirmer, c'est qu'il y a eu bien plus qu'une procession portant les effigies, mais je ne saurais vous dire combien, au final, ont pu occuper et traverser Paris. Le 27, donc, l'émotion populaire commence. Comme je suis bavard, j'essaierai d'être expéditif et je vais vous présenter des cartes assez denses, mais j'espère qu'elles pourront rapidement communiquer l'énergie et surtout l'étendue de l'émotion populaire. Donc, vous voyez dans la première case, de 15 à 17 heures, hein, vous remarquez des différents mouvements. Le premier mouvement, c'est du Faubourg Saint-Marcel, traversant Cathédrale Notre-Dame jusqu'au district des Enfants Trouvés. On se réunit autour de la Bastille. 500 à 600 ouvriers s'attroupent près de la Bastille. Les chiffres que je vous donne, hein, l'évaluation de la foule, évidemment, sont largement différentes selon les témoignages que nous consultons. Mais je vous donne des chiffres nourris à partir à la fois du témoignage de Simon Prosper-Hardy et à la fois de ce que Thiroux de Crosne a pu lui-même noter dans ses propres dossiers. Donc, on commence à se réunir auprès de la Bastille, et puis ensuite, on veut recruter, c'est-à-dire que l'on se déplace de la Bastille jusqu'au quartier Saint-Geneviève. On revient vers le Faubourg Saint-Marcel parce qu'on cherche à recruter à la Manufacture des Gobelins. Donc, et là, donc au point 2 que vous voyez sur la carte, la foule compte désormais apparemment près de 3000 personnes. Et donc, on cherche à se diriger vers la place de Grève où l'on veut, donc à la fois au parvis Notre-Dame, puis ensuite sur la place de Grève, où l'on veut brûler, exécuter donc les 2 électeurs que sont Henriot et Réveillon. Donc, au point 3, vous voyez, 3 électeurs tentent d'apaiser la foule. On en a fait d'ailleurs un imprimé publié dès le lendemain, la sédition dissipée. Donc, effectivement, il semblerait que certains électeurs aient quitté l'archevêché pour pouvoir calmer la foule. La foule se serait pendant un très court moment dispersée, mais se serait ensuite réunie, reconstituée, pour marcher, comme vous le voyez avec la dernière flèche qui nous conduit jusqu'au point 4, marcher jusqu'à la place de Grève où les 2 effigies sont brûlées. Si nous nous rendons ensuite vers le deuxième casier de 17h à 20h, donc de la place de Grève, la foule cherche à marcher jusqu'au Faubourg Saint-Antoine, à la fois en traversant donc, la porte Saint-Antoine et en se dirigeant vers la Manufacture de Réveillon. La Manufacture de Réveillon est gardée par un régiment du Royal Cravate. Donc, face à cette résistance armée, les émeutiers rebroussent chemin, mais non pas pour jeter les armes, pour se diriger vers la Manufacture d'Henriot, sur la rue de la Côte. Et c'est là où la manufacture sera saccagée. Hein. Les meubles de la résidence et de la manufacture d'Henriot seront brûlés. Et puis ensuite, la foule est dispersée. Aucun coup de feu, aucune répression sanglante et violente ne vient fermer le premier épisode du 27 avril 1789. Je poursuis rapidement dans la journée du 28. Donc, on se disperse le 27 et ce qu'on a beaucoup reproché à Thiroux de Crosne, c'est que au nom de l'apaisement, il n'a pas immédiatement
multiplier les forces de l'ordre pour que le 28 avril, les émeutiers aient éventuellement peur de reprendre les armes. Mais effectivement, c'est ce qu'on lui reprochera. Mais le 28, comme vous le voyez à travers ces deux premiers épisodes, matin et midi, eh bien, les Parisiens reprennent une nouvelle fois leur mouvement et leur procession, parce qu'ils sont décidés à ce que la manufacture Réveillon, qui n'a pas pu être atteinte la veille, mérite d'être reprise le 28 avril. Donc, ce que vous voyez sur la carte, à la fois, donc, j'ai essayé de dessiner, vous le voyez, d'une façon très, très arbitraire et très approximative, la foule, l'étendue de la foule, que vous voyez donc sous une couleur jaune au sommet de votre écran. Donc, il y a une volonté, d'une part, de se reconstituer dès le matin dans le faubourg Saint-Antoine, et puis ensuite, en traversant la Seine avec des barques, on se rend au faubourg Saint-Marcel pour recruter. Et donc, on recrute dans les différents quartiers du faubourg Saint-Marcel et d'ailleurs pour se préparer à marcher vers le faubourg Saint-Antoine. Ce que vous voyez en bas de l'écran avec les flèches bleues, ce sont, là, cette fois-ci, les forces de l'ordre, si j'ose dire. Donc, selon la volonté de Thiroux de Crosne et du Prévôt des Marchands, eh bien, on doit absolument protéger le faubourg Saint-Antoine et surtout la manufacture Réveillon, qui est une manufacture royale, ne l'oublions pas. Celle de Henriot n'est pas une manufacture royale, mais celle de Réveillon l'est. Et donc, vous voyez ce qui se met en place ici. Donc, le lieutenant général de police envoie des gardes françaises et une barricade est montée, une barricade donc montée par les gardes, est montée pour empêcher, pour bloquer l'accès à la manufacture Réveillon. Donc, on bloque de façon à pouvoir étouffer, en quelque sorte, l'émeute. Ce qui s'est produit auparavant, et c'est ce qui a nourri l'idée de conspiration du duc d'Orléans, ce qui s'est produit auparavant, avant que la barricade soit montée, eh bien, la duchesse d'Orléans, parmi d'autres aristocrates, ont traversé le faubourg pour se rendre à Vincennes, puisqu'il y avait des courses de chevaux. Et que, évidemment, ce n'est pas une émeute qui va retarder les divertissements des aristocrates. Voilà. Je termine avec cette description de la case, enfin des deux cases. Donc, vous voyez d'une part, ce sur quoi je veux vraiment insister, c'est à la fois, donc les flèches vous semblent peut-être vous suggérer que le recrutement se fait d'une façon beaucoup plus élargie que dans le seul cadre du faubourg Saint-Antoine. Et au moins pour vous expliquer pourquoi le nuage jaune devient beaucoup plus massif, c'est que la barricade a été levée selon les ordres de la duchesse d'Orléans, puisqu'elle voulait rentrer chez elle par le même chemin par lequel elle était sortie. Et une fois que la barricade est levée pour le carrosse, pour l'entrée du carrosse dans le faubourg Saint-Antoine, eh bien, c'est évidemment toute la foule qui va se saisir et va occuper presque l'ensemble du faubourg Saint-Antoine. La conséquence, c'est qu'au final, à partir de 18 h, eh bien, le duc du Châtelet, responsable des gardes, va ordonner qu'on tire contre les émeutiers, et c'est là où la répression sera sanglante et que les chiffres sont terrifiants. On propose Siméon Prosper-Hardy évoque 900 victimes, d'autres plus conservateurs disent une centaine, mais en tout cas, c'est l'émeute la plus sanglante jusqu'aux journées d'août 92. Bien. Alors, pour conclure, et vous m'excuserez d'avoir été si bavard, au-delà de toutes les considérations sur la violence de la répression, ce que je voudrais évoquer, c'est que l'affaire Réveillon, comme on l'a appelée, ne concerne pas tellement un manufacturier. Ces émeutes sont plutôt le fruit d'une mobilisation qui a été préméditée, préparée, élargie au moins à toute la partie est de la capitale. Et c'est une émeute qui me paraît parfaitement politisée, qui n'est pas une émeute de frustration simplement à l'égard de commentaires sur le salaire, mais c'est une émeute contre le tiers-État. Le peuple de Paris, compagnons, ouvriers, artisans, galidoniers, protestent contre un ordre qui dévie le rôle qu'il doit assumer aux États généraux. Réveillon d'ailleurs et Henriot l'ont compris parce que les mémoires justificatifs qu'ils vont publier immédiatement après la destruction de la propriété ne demandent pas justice au roi, ils se justifient auprès du peuple.
l'inflation des pamphlets au printemps 89 ont nourri la mobilisation, mais les émeutes du Faubourg Saint-Antoine, et enfin je termine là-dessus, agissent comme, me semble-t-il, comme le laboratoire d'une définition nouvelle du tiers-État. Il s'agit alors d'une identité sociale spécifique, peuple urbain, proche, solidaire, et pour notre exemple ici, peuple solidaire des faubourgs Saint-Marcel et Saint-Antoine et des quartiers des Halles et de l'Hôtel de Ville. Donc, je vous remercie et je vous prie de m'excuser d'avoir été si long. Je vais tout de suite passer la parole à Simon MacDonald avec son intervention sur les voisins britanniques qui sont forcément suspects. Merci beaucoup. Et je veux tout d'abord moi aussi remercier l'IEA, Simon Locke et mes collègues ce soir pour de me permettre de présenter mes travaux aujourd'hui devant vous. Est-ce que vous voyez bien mon diaporama là? Très bien. Merci beaucoup. Je commence avec une question. Quel groupe était partie intégrante de la communauté urbaine d'une ville comme Paris au XVIIIe siècle? Et à l'opposé, quel groupe en était-il exclu? Dans les images officielles émanant du régime, les communautés urbaines étaient représentées comme structurées autour des corps de métier et des élites urbaines. Par exemple, dans cette image qui dépeint la procession des reliques de Sainte Geneviève, la sainte patronne de Paris, en 1694, on voit les principaux ordres religieux de la ville de Paris qui sont représentés marchant vers Notre-Dame. Le reliquaire de Sainte Geneviève est au premier plan avec les magistrats de la cour du Châtelet qui ont ici une position honorifique. On le constate, c'est une certaine image de la communauté urbaine de Paris et des hiérarchies existantes qui est mise en avant. Et cette représentation est intéressante à un autre titre, car bien des groupes sont exclus. Où sont ainsi le peuple laborieux, les mendiants, les prostituées, les étrangers? Ces groupes, ici totalement oubliés par l'auteur de cette gravure, avaient pourtant une importance fondamentale dans le fonctionnement de la communauté urbaine qui était Paris. Ces groupes non représentés dans l'image ont en outre été bien étudiés par les historiens. Une historiographie de qualité a ainsi rendu compte des dynamiques d'inclusion et d'exclusion de certains groupes. Cette question des dynamiques d'exclusion et d'inclusion a de surcroît alimenté le débat sur les origines de la Révolution française à Paris. J'aime bien l'idée de Pascal sur la solidarité de précarité. La contribution de l'historien australien David Garrioch, dans un livre récent, La fabrique du Paris révolutionnaire, à ce débat a été déterminante. Il a ainsi démontré que ces multiples clivages et ces formes inédites de vivre ensemble au cours du XVIIIe siècle à Paris ont joué un rôle déterminant dans les formes et les caractères de la Révolution parisienne. Ce soir, je vais m'intéresser à un autre groupe, un groupe particulier d'entre eux, externe à la communauté, les étrangers britanniques. Une question se pose cependant d'emblée. Comment peut-on étudier, donner vie à ce groupe? Ou, comme l'a écrit Daniel Roche, qu'est-ce qui rend visible à un moment particulier les étrangers qui sont invisibles en temps normal? Pour la période avant la Révolution française, nous ne disposons que de très peu de sources sur les étrangers. À titre d'exemple, pour devenir français, un étranger pouvait obtenir des lettres de naturalité. Il s'agissait d'un acte d'adoption par le roi d'un étranger comme l'un de ses sujets. Mais il s'agissait d'une démarche coûteuse que peu d'étrangers choisissaient d'entreprendre. Cette absence de source a conduit l'historienne américaine Tamar Herzog de l'université Harvard à conclure que les étrangers pour la période moderne demeurent largement inconnus. En effet, les documents dont nous disposons révèlent davantage l'exception que la règle. Et c'est seulement au XIXe siècle que les régimes en Europe ont mis en place une bureaucratie qui permet à l'historien de documenter de façon plus fouillée la présence des étrangers. Ce que je souhaite démontrer ce soir, c'est l'importance de la Révolution française dans ce processus
d'identification des étrangers. C'est avec la Révolution que naît une documentation d'une grande richesse qui nous renseigne considérablement sur les étrangers présents alors en France et surtout ceux résidant à Paris. Et dans ces documentations, on voit notamment apparaître un groupe qui a à la fois fasciné et inquiété les révolutionnaires, les Britanniques, parfois plutôt appelés Anglois. Et c'est de ce groupe-là que je vais vous parler ce soir. Donc, la première partie de ma communication analyse comment la Révolution française et la terreur constituent un moment décisif dans ce nouveau processus de traitement des étrangers par les États modernes en temps de guerre. Avec le développement de la bureaucratie révolutionnaire, les étrangers sont désormais mieux répertoriés, documentés et catégorisés. Dans un second temps, après avoir évoqué ce groupe d'étrangers britanniques dans son ensemble, je vous présenterai un exemple particulier qui démontre que même sur la terreur en temps de guerre, les étrangers britanniques demeuraient des voisins malgré tout, dans une certaine mesure. Donc, pour commencer, amis ou ennemis représentaient les Britanniques pendant la Révolution française. En utilisant la société d'ordre et en faisant du citoyen l'acteur politique majeur, la Révolution française a aussi complètement transformé la définition de l'étranger en France. Dans les premières années de la Révolution, le régime en place a fortement célébré le cosmopolitisme. Paris était ainsi dépeint comme un lieu d'accueil pour d'autres concitoyens révolutionnaires venus de l'étranger, où ces derniers pouvaient même avoir la possibilité d'obtenir la citoyenneté française. Cette image, qui célèbre la Constitution de 1791, est intéressante dans cette perspective. Le nouveau régime politique en place en France est représenté comme guidé par les idées de raison et d'égalité. Surtout, on peut voir, pour citer le texte ici, des citoyens de divers lieux du royaume qui s'embrassent et un étranger qui demande à devenir citoyen en épousant une Française. J'ai insisté sur cette relation entre haine et fascination que développa la Révolution française à l'égard des Britanniques. L'amour, le respect furent surtout présents lors des premières années de la Révolution. Les Britanniques semblaient alors comme les amis, les alliés naturels de la Révolution. Ils étaient ses voisins qui, depuis des siècles, jouissaient d'un degré similaire de liberté. Par exemple, l'image que je vous présente ici est une bonne illustration du traitement des étrangers britanniques dans ces premières années de la Révolution. On y voit un Anglais expatrié en France recevoir en 1790 une couronne civique de la part de la Commune de Paris pour le remercier d'avoir empêché une émeute d'éclater. Ces sentiments d'admiration et de respect étaient mutuels. De grands admirateurs de la Révolution française, comme Mary Wollstonecraft, que vous voyez ici, auteur d'ouvrages célèbres sur les droits des femmes, et le poète William Wordsworth, vinrent à Paris dès les débuts de la Révolution pour prendre part à ce formidable élan de liberté. William Wordsworth semblait décrire le sentiment de tous les Britanniques admirateurs de la Révolution lorsqu'il écrivit, décrivant la chute de la Bastille, « Bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. » Qu'il faisait bon être vivant à l'aube de cette ère nouvelle, et être jeune était divin. Il demeure qu'avec le début des guerres révolutionnaires, puis la terreur, cette dynamique d'admiration et de respect mutuel s'effaça. Pour les révolutionnaires les plus radicaux, les Britanniques semblaient du mauvais côté de l'histoire. Pourquoi ne s'étaient-ils pas insurgés, comme les Français, contre la tyrannie de leur monarque? Pourquoi également les Britanniques ne s'étaient-ils pas opposés à la déclaration de guerre de la Grande-Bretagne à la France? Déclaration de guerre à la liberté, après tout.
Les Anglais devinrent ainsi, autour de 1793 et 14, les pires ennemis de la Révolution, notamment pour Robespierre, Saint-Just et d'autres figures majeures de la Révolution. Dans ce contexte, la population de Britanniques qui vivait alors en France et dont le nombre était assez limité, devint symboliquement importante pour le régime de la Terreur. Ce changement dans la perception des Britanniques eut également une conséquence majeure. Toute une série de mesures furent prises par le gouvernement révolutionnaire contre tous les Britanniques qui se trouvaient sur le sol français. Ainsi, en octobre 1793, la Convention nationale vota un décret permettant l'arrestation de tous les sujets du roi George III qui se trouvaient alors en France. Des milliers de Britanniques furent arrêtés à travers le pays, dont plusieurs centaines à Paris. Certains furent autorisés à demeurer libres s'ils pouvaient démontrer qu'ils étaient des ouvriers, mais il s'agissait d'une minorité. Beaucoup de Britanniques arrêtés furent emprisonnés dans des conditions extrêmement difficiles, comme d'autres prisonniers de l'époque, comme vous le montre l'image. La plupart ne furent libérés qu'après la chute de Robespierre le 9 Thermidor. Une petite minorité décéda en prison ou fut guillotinée. La décision prise d'arrêter la quasi-intégralité d'une population civile d'étrangers constitua un événement unique, presque sans précédent, sur l'ancien régime. Mais c'est précisément grâce à cette vague d'arrestations que nous disposons d'une vaste documentation, tout d'un coup, sur les Britanniques qui vivaient à Paris à la fin du XVIIIe siècle. Un type de document d'une autre nature nous renseigne également sur ces Britanniques présents à Paris, les cartes de sûreté mises en circulation à partir de 1792. Il s'agissait d'une sorte de pièce d'identité avant l'heure. Dans cette seconde partie de ma communication, je vais m'attacher à démontrer que la mise en place de cette réglementation et de ces arrestations contre les Britanniques ne fut pas sans rencontrer des phénomènes de résistance. Un personnage un peu à part, Joseph Sutton, se détache de cette documentation que j'ai mentionnée. Ce dernier tenta de résister à la législation mise en place contre les Britanniques de plusieurs manières. Sa première manœuvre fut de disparaître et lorsque les révolutionnaires se présentèrent à son domicile pour l'arrêter, ils ne trouvèrent que sa femme. Qui était donc ce Joseph Sutton? Il était arrivé en France dans les années 1770. Il appartenait à une famille de médecins qui demeure connue pour avoir développé ce qu'on appelait la méthode suttonienne d'inoculation de la petite vérole. Beaucoup de Britanniques, quand il arriva à Paris, Sutton put ainsi bénéficier du réseau et des connexions familiales déjà sur place. Un membre de sa famille, un Anglais qui s'appelait Simeon Warlock, résidait à Paris et développait l'inoculation. Circulait à la veille de la Révolution son portrait, comme je vous le montre. En 1778, Joseph Sutton avait obtenu des lettres de naturalité, témoignage de son succès comme inoculateur. Puis, en 1793, Sutton épousa une Française, précisément le lendemain du jour où la France déclara la guerre à la Grande-Bretagne. Il s'agissait de Françoise Delcambre, avec qui il avait déjà un enfant. Sans doute, cherchait-il, avec ce mariage, à anticiper les événements à venir et à se protéger.
quand le décret de la Convention demandant l'arrestation de tous les sujets du roi Georges III qui se trouvait en France fut publié, Satan agit d'une façon pour le moins remarquable. Au lieu de se rendre, il disparut dans la nature, choisissant la clandestinité. Mais durant cette période où il était caché, il fut très actif. Il envoya toute une série de pétitions aux autorités françaises à son sujet, dans lesquelles il dressa un portrait de lui-même et de sa situation, pour le moins intéressant. Relatant sa fuite, il se dit choqué par la menace que faisait planer sur lui une interprétation erronée de la loi. Pour appuyer sa démarche, il cita notamment l'article 4 de la Constitution de 1793, en vertu duquel, selon lui, il pouvait être admis à l'exercice des droits du citoyen français. Il évoqua aussi d'autres mesures pouvant lui permettre d'accéder au statut de citoyen, surtout, comme il l'écrivit, en tant que médecin inoculateur, il exerce l'art le plus utile à l'humanité. Le fait que Satan réussit à s'évader et à survivre dans la clandestinité pendant longtemps témoigne de l'importance de son réseau de soutien à Paris. Alors qu'il était techniquement un fugitif, il réussit même à faire en sorte que ses voisins co-signent une pétition de soutien pour lui, que je vous montre. Sans doute la femme de Satan fut-elle moins satisfaite de la décision de son mari de résister aux mesures révolutionnaires dans la clandestinité. Cette dernière fut en effet placée en résidence surveillée à sa place. En conclusion, la révolution et la terreur semblent bien constituer ce moment particulier, pour citer Daniel Roche, durant lequel furent rendus visibles ces étrangers qui étaient invisibles en temps normal. Satan est un cas bien à part. Il réussit à s'évader et à survivre pendant que ses concitoyens étaient tous ou presque arrêtés. La plupart des Britanniques résidant en France et à Paris furent arrêtés et ne bénéficièrent d'aucun soutien de la part de leurs voisins. La législation contre les Britanniques était très claire. Quiconque aidait un étranger passible d'être arrêté encourait 10 ans de fer. La terreur fut une période d'intense mobilisation politique contre les étrangers et particulièrement les ennemis, les Britanniques. Cependant, l'exemple de Satan montre que même durant la terreur, il demeurait possible de bénéficier de l'aide de ses voisins et de contourner même la législation la plus stricte. Avec Satan, l'histoire montre que les solidarités à l'œuvre entre Parisiens et ceux que ces derniers regardaient comme autre chose que de simples étrangers furent plus forts que l'interprétation à la lettre du droit et de la loi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Simon, et puis surtout merci d'avoir fait l'effort de faire cette présentation en français. D'ailleurs, je remercie aussi par avance Colline qui va faire le même effort. Donc, Colline qui étudie actuellement à l'Institut une grande figure de la Révolution française et ses réseaux parisiens. Donc, il étudie Robespierre et c'est de Robespierre qu'il va nous parler dans un instant. Vous m'entendez bien? Oui, ça va. Merci Simon, merci Simon, merci Pascal, merci aux auditeurs d'être là ce soir. Et je commence tout de suite. Je travaille actuellement sur la correspondance d'une duchesse octogénaire, la duchesse d'Elbeuf, très peu connue. Dans ses lettres écrites à une amie entre 1788 et 1894, elle exprime avec véhémence des positions franchement contre-révolutionnaires. J'ai été fort surpris que même au comble de la terreur, elle ait été en mesure de poursuivre sa chronique secrète réactionnaire. Et ce d'autant plus surpris en ce qu'elle écrivait en plein cœur de la ville, dans son hôtel particulier, l'hôtel d'Elbeuf, situé place du Carrousel.
Elle était littéralement voisine du gouvernement révolutionnaire, donc, qu'elle détestait. Son hôtel se trouvait à peine à 100 mètres du palais des Tuileries qui hébergeait la Convention, le comité de salut public et le comité de sûreté générale. Physiquement proche du cœur battant du gouvernement révolutionnaire, la duchesse ne pouvait en être éloignée davantage en termes de ses sympathies et de mode de vie. Cette correspondance révèle de façon éclatante, je crois, qu'être proche au plan physique et spatial n'offre aucune garantie de se sentir proche d'aucune autre manière politique, idéologique, psychologique, etc. Loin s'en faut. Il y avait dans Paris des espaces et des lieux à l'écart de la culture révolutionnaire urbaine. Et pour illustrer ce propos, que c'était possible d'être en décalage avec la culture révolutionnaire dominante dans la ville, je vais me cantonner au niveau individuel. Au lieu de jeter un éclairage sur la très réactionnaire duchesse d'Elbeuf, toutefois, j'ai choisi au contraire un personnage dont on s'attendait à ce qu'il se sente beaucoup plus proche de la culture révolutionnaire parisienne. Il s'agit de Maximilien Robespierre, l'un des principaux artisans de cette culture. Robespierre se passe d'introduction, bien sûr. Compte tenu du nombre volumineux d'études consacrées à son sujet, il est toutefois surprenant si nous savons très peu de choses sur sa vie parisienne, comment il vivait dans la ville, en particulier ses relations sociales qu'il entretenait avec ses concitoyens parisiens. Né à Arras, il était parisien par choix et à tout craint. Il ne quitta presque jamais la capitale à partir du moment où il vint en automne 1789. Un Parisien de par sa résidence, Robespierre était également parisien par sympathie. Dans ses discours à l'Assemblée, au Club des Jacobins, tout comme dans son journalisme, il ne cessait de souligner le rôle du peuple de Paris comme avant-garde et fer de lance du mouvement révolutionnaire. Il considérait la souveraineté nationale comme souveraineté populaire et le peuple qu'il prisait surtout était des Parisiens. « Je suis peuple », annonçait-il avec fierté. Il y a toute raison de croire que lorsqu'il parlait de la sorte, c'était le peuple de Paris avec lequel il s'identifiait. L'historien Antoine Lety a souligné comment, dans le dernier XVIIIe siècle, certains personnages en vue du monde des idées, de la culture, aussi bien de la politique, de la vie politique, ont acquis pour la première fois le genre de notoriété que nous associons avec la notion moderne de célébrité. Robespierre fut parmi ce nombre, je crois. Beaucoup de Parisiens s'enthousiasmaient pour son attachement manifeste pour sa vie d'adoption. Il s'attirait des sentiments extrêmement forts d'affection de la part de nombreux Parisiens. Ses admirateurs, on pourrait dire ses fans, mais à l'époque on les appelait ses adorateurs, se sentaient émotionnellement proches de lui, même s'ils ne l'avaient jamais rencontré. Robespierre prenait soin de transmettre aux journalistes des copies manuscrites de ses discours. Ceci permettait à ses fans de se repaître de ses discours qu'ils pouvaient alors discuter, diffuser dans des associations politiques populaires, dans les clubs de section et d'autres réunions. Par ailleurs, ils pouvaient voir leur héros projeter sa célébrité en personne depuis les tribunes de l'Assemblée nationale et celles du Club des Jacobins. Ils écrivaient, ces fans, à Robespierre d'une façon qui exprimait une proximité, un investissement émotionnel que rien, si ce n'est le propre sentiment exacerbé d'adulation, ne pouvait justifier. Les gens donnaient son nom à leurs enfants. Ils cherchaient à l'avoir comme parrain d'un nouveau-né. Certains changeaient le prénom pour adopter celui de Robespierre, Maximilienne Robespierre. Ils donnaient son prénom à leurs animaux de compagnie. Les gens se procuraient des gravures de lui ou achetaient de petits bustes de lui en plâtre, des médaillons, des souvenirs en porcelaine ou autres bric-à-brac
avec son effigie. Ses supporters les plus enthousiastes se croyaient eux-mêmes des versions réduites du random. Ils étaient le Robespierre de leur rue, de leur section, de leur quartier, de leur village, etc. Certains se plaisaient à se vanter en disant qu'ils étaient son ami, qu'il lui avait rendu visite. Ils avaient dîné avec lui. Ils pouvaient même citer ses remarques les plus mémorables. Vrai, faux, qui sait. Mais il est certain que ces fans de Robespierre sentaient qu'ils étaient vraiment ses proches, quand bien même la plupart ne l'avaient jamais rencontré et de nombreux parmi eux ne l'avaient sans doute jamais vu. La proximité était médiatique et enracinée dans une certaine façon dans une aura de célébrité qu'ils détectaient autour de leur héros. La proximité, dans ce cas, ne se mesure pas en mètres et centimètres. Pourtant, en dépit de ses affinités avec les Parisiens dans l'ensemble, Robespierre ne rendait catégoriquement pas l'appareil à ce sentiment d'intimité affective. S'il le délectait de certains aspects du nouveau culte de célébrité, il le trouvait tout autant profondément embarrassant et humiliant. Effectivement, il gardait les Parisiens à distance. Il ne les voulait pas comme ses proches. S'il se sentait au paradis lors de la fameuse fête de l'être suprême, il semblait aux autres, pendant ces mêmes cérémonies, une figure solitaire qui répugnait à des bains de foule. Son collègue, aussi jacobin, membre du gouvernement révolutionnaire, le peintre Jacques-Louis David, disait que Robespierre se dérobait d'instinct devant les contacts personnels rapprochés. Comme n'importe quel homme politique, Robespierre avait des amis et des alliés politiques, mais il évitait scrupuleusement que les liens étroits d'amitié ne prennent le dessus sur la cause révolutionnaire. C'est ainsi qu'il envoya à la guillotine nombre de ses anciens compagnons de route, non des moindres, Camille Desmoulins, ancien ami depuis des années d'école, au collège Louis-le-Grand, et Georges Danton. Cette détermination de tenir à distance les gens, et même ceux qui se croyaient ses proches, avait des racines psychologiques profondes sans doute, mais c'était aussi en partie, je crois, à cause des effets négatifs de la célébrité. Car tout comme de nos jours, le culte de la célébrité de cette sorte peut se retourner en son contraire, il en allait de même durant la Révolution. Les fans sont imprévisibles. L'amour peut se transformer en haine en un clin d'œil. De son vivant, Robespierre divisa l'opinion publique parisienne. Il recevait des menaces de mort. Il fut aussi l'objet d'un nombre de tentatives d'assassinat. Dans les dernières années de sa vie, il marchait dans les rues entouré d'une garde de corps composée de ses camarades jacobins qui s'armaient avec des massues afin de parer d'éventuelles attaques. Robespierre n'était pas seul parmi les politiciens nationaux à éprouver un degré de séparation d'avec ses compatriotes parisiens et une ignorance de la ville dans son ampleur. Fait peu connu, la bonne moitié des députés de la Convention vivaient dans seulement 2 des 48 sections de la ville. C'était la section La Montagne autour du Palais Royal et des Tuileries, qui incluait Palais Tuileries, Palais Royal, etc. La présence des députés se faisait sentir également plus le long de la rue Saint-Honoré. De nombreux députés vivaient donc dans une sorte de bulle politique entourée de leurs collègues, y compris Robespierre, qui depuis juillet, juste après le massacre du Champ de Mars, était le locataire du menuisier Maurice Duplay, camarade jacobin, qui habitait au 398 de rue Saint-Honoré. Notons que cette bulle politique était située dans le quartier le plus éminent de tout Paris pour sa sociabilité à la mode et conviviale.
Il était rempli à craquer de restaurants, de cafés, de buvettes, de cabarets, de salles de théâtre, maisons de jeu, mais pour ne pas mentionner des maisons de prostitution. De plus, la rue Saint-Honoré était la plus renommée de toute l'Europe pour ses boutiques de luxe où l'élite allait magasiner ou dépenser largement. En marchant simplement de sa maison chez Duplay à l'Assemblée nationale, donc, le Robespierre, notoire pour son austérité, devait s'armer de courage pour ne pas succomber à l'étalage ostentatoire de luxe matériel et les tentations de la chair. Robespierre était parisien par choix, mais il n'était nullement un flâneur. Il semblait très mal connaître la ville, en fait. Il promenait son chien sur les Champs-Élysées. Il allait pique-niquer avec les membres de la famille Duplay dans les villages à l'ouest de Paris. Mais il n'y a aucune preuve que ceci mis à part, il s'aventura jamais dans Paris ou au-delà de la zone circonscrite allant de son logement au Club des Jacobins, Palais Royal, l'Assemblée nationale, Comité de salut public. Ces discours évoquent Paris de façon très abstraite, dématérialisée. Ces points de repère sont des lieux politiques symboliques, la Bastille, Tuileries, Club des Jacobins, mais c'est tout. Malgré ces appels retentissants au peuple parisien, la sans-culotterie des faubourgs, on se demande s'il s'est jamais rendu au quartier populaire de la ville. C'était plutôt l'inverse, je crois. Les sans-culottes militants venaient à lui, rue Saint-Honoré. Comme les autres députés, Robespierre vivait dans une bulle politique, donc, mais par surcroît, il vivait à l'intérieur d'une bulle encore plus restreinte pour lui-même, une bulle dans une bulle, en quelque sorte, chez Duplay, rue Saint-Honoré. Dans une large mesure, et de plus en plus en fait, il se tenait à l'écart des lieux manifestes de sociabilité de son quartier. Lorsqu'il s'aventurait au dehors, ses rencontres avec les Parisiens normaux étaient entravées par ses gardes-corps. Et dans son logement, son propriétaire, sa famille servaient de ligne de défense additionnelle, le protégeant contre les incertitudes et les dangers de la culture parisienne de la rue. Maurice Duplay, sa femme, ses enfants, filtraient les visiteurs en sorte de réduire les rencontres de Robespierre. Il se montrait prêt à agir au cas où des assassins potentiels se seraient présentés. Ceci dit, le ménage Duplay était davantage qu'une simple ligne de défense pour Robespierre. Il tenait la famille en haute estime, il attachait la plus grande importance au couple Duplay et à leurs enfants dans sa vie. Les Duplay lui offraient une harmonie familiale chaleureuse qu'il n'avait jamais connue, je pense. Il avait vécu en fait une enfance difficile dans un foyer brisé. Dans une très large mesure, dans les dernières années de sa vie, ce fut une compensation pour son manque de lien de sociabilité dans le vaste monde. C'était aussi la fenêtre à travers laquelle Robespierre contemplait Paris et le monde. Dans cette communication, j'ai tourné le télescope, pour ainsi dire, et choisi d'aborder les questions de proximité et de voisinage dans le Paris des années de la Révolution à travers un exemple unique, d'une manière qui, j'espère, complexifie le sujet, mais aussi a pu contribuer à notre discussion. Surtout, j'ai voulu insister sur les nombreuses façons d'être proche dans le Paris révolutionnaire. J'aimerais conclure très brièvement en suggérant que cette façon caractéristique avec laquelle Robespierre menait sa vie dans la capitale a pu avoir des conséquences qui ont contribué à sa chute en juillet 1794, ce qui est le sujet de mon prochain livre à paraître plus tard cette année. Le premier point, c'est qu'en se détachant de la sociabilité du voisinage et de la culture républicaine des rues, Robespierre a fait en sorte qu'il est devenu plus difficile pour lui de prendre le pouls de l'opinion publique à travers la ville, et même à l'intérieur de la Convention.
En centrant sa vie autour du foyer de la famille Duplay, Robespierre s'est sévré de la libre expression des rues et des lieux de sociabilité dans la ville. C'était dangereux pour un homme politique, je pense. En particulier, il n'a pas été capable d'apprécier à quel point l'état d'esprit des autres Parisiens et de ses collègues députés avait changé durant l'été de 1794. Les opinions de Robespierre étaient en décalage avec celles du peuple parisien et même des députés dans la Convention. La seconde manière dont le mode de vie de Robespierre a contribué à sa chute est qu'en se retranchant de la sorte, il a stimulé des inquiétudes et des craintes parmi ses collègues, surtout au Comité du salut public. Dans les derniers mois de sa vie, 5-6 semaines de sa vie, ou à peu près, il n'assistait même pas aux réunions du Comité du salut public et de la Convention. Mais sa présence au Club des Jacobins était assidue. Et là, il a attaqué ses collègues politiques avant de se retirer sous protection armée chez les Duplay. La culture révolutionnaire était imprégnée par la peur, la crainte de la conspiration. Et dans ces circonstances, il n'était que trop facile pour les députés de se conclure que Robespierre complotait pour obtenir leur chute dans son logement rue Saint-Honoré. Et ils frappèrent le 9 Thermidor. En un sens, ce chef du gouvernement, ce leader du gouvernement révolutionnaire, ce panégyrique chevronné du peuple de Paris, qui était Robespierre, a payé cher en tournant le dos si résolument à la culture sociable du bon voisinage de la ville révolutionnaire au profit des conforts de la vie domestique et privée. Merci. Un grand merci, Colin, pour cette intervention très, très dense et très riche. On va maintenant passer plutôt à la phase de discussion. Simon? Merci beaucoup, Simon. J'aimerais bien en fait poser une petite question à Pascal. J'adorais les cartes, j'adorais l'explication de cet événement si compliqué et si mal étudié peut-être, je sais pas, mais qui se trouve un peu chronologiquement, comme vous l'avez évoqué dès le début de votre communication, il est difficile de le situer dans la Révolution, étant donné que ça a eu lieu avant le 14 juillet 89. Et donc, est-ce que vous êtes bien d'accord avec Chamfort qu'en fait, c'est bien avant la date fatidique du 14 juillet qu'on peut voir que l'autorité royale à Paris en quelque manière fini d'opérer. Entre parenthèses, j'ai adoré vos remarques sur la duchesse d'Orléans et sa contribution à faire éclater les émeutes. Merci. De la question, je souligne juste qu'il y a eu une intervention dans les questions-réponses, mais je crois que tu l'as vu, Pascal, une spectatrice qui soulignait la qualité des cartes et la clarté des cartes. Ben, mon premier élément de réponse, c'est d'abord de dire que je n'y suis pour rien. Hein, c'est-à-dire que ces cartes, enfin, j'y suis un peu pour quelque chose parce qu'a priori, j'avais des données à dessiner, mais c'est Julien Puget qui a eu l'heureuse idée de quitter Marseille pour s'installer à Montréal et qui est un complice pour tout ce qui concerne la cartographie, donc je lui dois tout en quelque sorte. Et puis, ce qui est extraordinairement heuristique de discuter avec un cartographe, c'est justement quand on doit s'interroger comment dessiner une foule, comment dessiner la diffusion d'un recrutement ou de l'inquiétude d'une carte. On sait que les échanges sont toujours très, très riches. Donc je vous remercie d'une part d'avoir souligné cela, et c'est à Julien Puget que je livre mes remerciements. Donc, pour répondre très rapidement, Simon, à ta question, Chamfort, et c'est loin d'être le seul, les autorités elles-mêmes
de la prévôté de l'île ont cette conviction. Chamfort prend pour parti que l'émeute, c'est l'aboutissement d'une conspiration. Et on retrouve dans toutes les réflexions sur la conspiration, on retrouve à peu près ce qu'on avait dans la guerre des Ferrées en 1775. Donc, à l'époque, c'est Turgot qui était celui qui avait préparé, soudoyé les émeutiers. Là, c'est le duc d'Orléans qui aurait soudoyé pour plusieurs raisons. Tantôt, c'est le duc d'Orléans, tantôt, j'en ai pas parlé, mais c'est l'abbé Roy, tantôt ce sont d'autres instigateurs. Tout ça pour, décrédibiliser le processus, décrédibiliser le tiers-État, essayer de redonner à l'aristocratie parfois, ou en tout cas l'ascendance à certains personnages. Donc l'idée de la conspiration qu'embrasse Chamfort est très présente. En revanche, donc on a cette prise de position. Pourtant, dès le mois d'août 89, donc, celles et ceux qui avaient été arrêtés, donc une quarantaine à peu près, qui avaient été arrêtés, mais dont le procès ou l'information n'avait pas encore été réglée, donc sont libérés au mois d'août sans autre forme de procès, parce que la situation est différente au mois d'août 89 qu'elle ne l'était au mois d'avril. Et puis, bon, c'est beaucoup plus tardif, et puis si vous allez visiter les catacombes de Paris, donc dans la crypte de la Révolution, il y a une stèle consacrée aux victimes de l'émeute Réveillon. Donc, d'une part, il y a dans la mémoire, en quelque sorte, une espèce de confusion. Et puis, d'autre part, la grande difficulté de ranger, moi, j'aime l'idée de ranger l'émeute Réveillon comme une journée révolutionnaire. J'exagère un peu, mais disons que c'est quelque chose qui me fait sourire, en tout cas. Mais quand on regarde les historiens qui se sont le plus penchés sur cette question, je pense Georges Lefebvre, surtout Georges Rudet, et même Jacques Godchaux, qui a eu de très, très belles pages dans son 14 juillet sur l'émeute Réveillon. Eh bien, la grande question qu'il se pose, c'est s'agit-il de la première émeute révolutionnaire ou de la dernière émeute d'Ancien Régime? Et pour beaucoup, et Jean-Nicolas n'est pas différent, pour beaucoup, il s'agirait de la dernière révolution d'Ancien Régime, prenant pour parti que c'est plutôt une émeute associée à la cherté, et dans ce cadre, elle est, donc comme Chamfort un peu le suggère, elle est extérieure à la Révolution, puisqu'il s'agirait d'une émeute, et c'est Georges Rudet qui l'évoque, d'une émeute, condamnant les accapareurs, et en ce sens, il associe à la guerre des Ferrées de 75 l'émeute et Réveillon de 80. Je peux ajouter une question, mais d'abord, Pascal, je suis fan, je suis adorateur, adulateur total de tes cartes là, c'est magnifique, très enthousiaste. Maintenant, parce que tu as montré très bien, je pense que c'était l'émeute, c'était un mouvement de l'Est de Paris, surtout des faubourgs de l'Est, Saint-Antoine, Saint-Marcel. C'est donc vraiment une émeute où le voisinage est très, très important. Mais je me demandais s'il y avait des individus qui venaient spécialement de l'Ouest ou des autres parties des quartiers de Paris pour protester avec les gens des faubourgs. Dans le cadre de l'émeute Réveillon? Ouais. Comme on a assez peu de détails, c'est-à-dire que pour celles et ceux qui ont été arrêtés ou qui ont été identifiés comme émeutiers, donc, et ça, c'est Rudet qui était le premier à faire l'inventaire très clair. Donc, il note qu'il y a, non pas une minorité, mais disons que les gens du Faubourg Saint-Antoine et du Faubourg Saint-Marcel ne sont pas les plus nombreux, qu'on en retrouve aussi du Faubourg du Temple et qu'on retrouve aussi un peu plus à l'ouest. Donc, en effet, il y a, je ne dirais pas qu'il y a un équilibre total, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de résidents de l'Est parisien, mais on retrouve, et c'est ça qui m'apparaît intéressant, on retrouve disons un voisinage qui doit se saisir dans une identité parisienne qui est en pleine transformation. Et c'est là où, dans les réflexions de David Garriock dans The Making of Revolutionary Paris,
c'est là où je trouve assez intéressant l'idée d'insister beaucoup sur la mobilité des gens qui, de la résidence au lieu de travail, ce qui fait qu'il y a des circulations qui redéfinit la notion de voisinage et la notion même de sociabilité, en fait. Et un dernier élément pour répondre à cette question, c'est qu'au-delà, sur la carte, comme j'ai été expéditif à la fin, on n'a peut-être pas pu le constater, mais le 28 avril, ce qu'on note, c'est non seulement, donc évidemment, une foule immense au Faubourg Saint-Antoine, mais il y a aussi d'autres lieux où il y a de petites émeutes, notamment au Pont-Neuf et notamment près du Palais. Donc, il y a, bon, sans dommage, mais qui suscite l'inquiétude des autorités, et ce qui fait qu'au-delà de la manufacture Réveillon, il y a comment dire, d'autres points de tension au même moment. Est-ce que vous souhaitez encore intervenir, poser des questions, faire des remarques, ou est-ce qu'on peut prendre quelques questions de notre public? D'accord, je vais poser quelques questions. Peut-être d'abord une question pour Simon. Une question sur les relations de voisinage et Sutton. Est-ce que c'était un cas exceptionnel d'avoir des informations sur cette solidarité avec un étranger britannique? Et est-ce que ces solidarités, elles changent selon l'origine sociale des voisins ou plutôt selon les positions politiques? Est-ce que, par exemple, on peut faire l'hypothèse que certains quartiers étaient plus portés à aider leurs voisins britanniques que d'autres en fonction des origines sociales, des positions politiques, etc.? Pardon, merci beaucoup, c'est une très belle question et ça ouvre toute une série de pistes différentes. Déjà, disons que dans la législation d'arrestation, il y a cette question qui est posée d'une exception pour les ouvriers. Et donc, on a ce groupe minoritaire d'ouvriers qui est permis de rester libre malgré l'arrestation de leurs concitoyens de naissance britannique ou des sujets de droit 3. Donc, je crois que c'est bien là que ça commence la question en quelque manière, parce que avec l'idée de l'ouvrier, on est à la fois en liaison avec l'idée de la sans-culotterie, parce que ceux qui travaillent, qui sont utiles pour le pays, se naturalisent par leur travail, même s'ils sont étrangers. Donc il y a ça qui entre en jeu, et que la citoyenneté révolutionnaire est fondée en quelque manière sur l'idée de travailler, de porter son bras, et donc il y a cette question-là qui est importante. Donc c'est clair qu'il y a des solidarités qui peuvent se voir à un niveau social inférieur à celui de Sutton. Ce qui est intéressant avec Sutton, c'est qu'il est un peu entre la catégorie de, comme a évoqué la personne qui a posé la question, il est un peu entre les élites, si vous voulez, d'une expatriation, une immigration d'élite et d'être ouvrier. Il veut se poser en ouvrier même s'il est médecin. Et là, on voit l'étendue de son cercle et de son réseau parisien. Parce qu'à la fois, c'est clair qu'il peut compter sur son quartier. Il est proche du peuple et il évoque qu'il a fait gratuitement, il a offert son paiement, les inoculations pour des enfants de son quartier. Et donc, je crois qu'on peut voir dans la pétition qui a été faite par ses voisins, ceux qui ont reçu de ces soins. Mais en même temps, c'est Colin qui a mentionné Camille Desmoulins, mais en même temps, il a des liens avec des personnes à la fois dans l'élite révolutionnaire, si vous voulez, et dans l'élite de l'Ancien Régime, parce que, par exemple, c'est lui qui a fait des inoculations pour Thomas Jefferson lorsqu'il était l'ambassadeur américain au début de la Révolution, et il dit à un moment dans ses pétitions que c'est à la suite de ces liens avec
avec Desmoulins que la Convention finit quelques semaines après cette vague d'arrestations, non, c'est contre les Britanniques, que la Convention finit par choisir de créer un autre petit chrono d'ouvriers en santé. Donc les médecins sont rajoutés ceux qui sont libres, au permis de rester libres. Et Sutton, il dit, c'est grâce à moi que ce changement a été fait dans la loi. Donc je trouve que tout l'intérêt de cette personne, c'est qu'il a en quelque manière tous les buts de l'échelle sociale dans son réseau. Merci beaucoup pour la très belle question. Peut-être en complément, Simon, est-ce que tu as des informations sur comment étaient traités les autres Britanniques, mais qui restaient légalement, qui avaient droit de cité à Paris? Est-ce qu'ils étaient plutôt objets de méfiance ou est-ce qu'ils étaient pleinement intégrés? Est-ce que tu as des éléments là-dessus? Ça, c'est une autre question fascinante. En fait, on voit l'idée de droit de cité entre dans une espèce de crise à ce stade, parce que c'est exactement au même moment, la législation pour l'arrestation des Britanniques, les sujets britanniques, c'est le 9-10 octobre 93. Et c'est au même moment qu'on choisit à la Convention de décréter que la révolution que la France reste révolutionnaire jusqu'à la paix. Ce qui veut dire que à la fois la Constitution de 93, qui n'a pas jamais mis en vigueur, reste toujours pas en vigueur, et même que, en quelque manière, révolutionnaire veut dire exceptionnel, dans ce sens que ce qui a été possible, par exemple, par la Constitution de 1791, d'épouser une Française et donc d'obtenir la citoyenneté française. Tout ça est en quelque manière oublié pour l'instant dans ce moment de crise. On se dit, non, c'est un moment extraordinaire. Donc, en fait, on ne prend pas compte des autres mesures, même révolutionnaires, et certainement les naturalisations qui ont été faites sous l'Ancien Régime. Et donc, c'est pour ça que c'est si intéressant, parce que les catégories d'exception deviennent très, très restreintes et sont axées autour surtout de ces questions de travail. Ce qui pose problème déjà pour les femmes, par exemple. J'ai évoqué Mary Wollstonecraft, qui réussit à s'échapper, elle aussi, en quelque manière, mais elle fait ça en se présentant comme mariée avec un Américain. On a un barrière qui se met dans la Convention à un moment en disant la femme suit le sort de son mari. Donc, c'est aussi un moment c'est aussi ce stade de la révolution que la position des femmes en tant que citoyennes devienne plus restreinte. Et donc là, oui, c'est tout à fait à ce moment-là qu'on voit les limites entre la possibilité d'être citoyen venu d'ailleurs et d'avoir une citoyenneté de quartier. Mais pour bien répondre à votre question, j'aimerais bien savoir plus de détails à propos de ceux qui sont restés, qui ont pu rester toujours libres. Malheureusement, grâce au fait qu'ils ont pu rester libres, on n'a pas de dossier d'arrestation sur eux et aux archives. Ce qui nous informe sur eux, surtout, c'est les cartes de sûreté, qui est, comme je vous ai pu les montrer, qui donne quelques informations très intéressantes et qui peut nourrir une espèce de prosopographie, mais c'est vrai que ça donne moins de détails sur ces personnes-là et leur réseau. Des fois, il y a quelques interrogatoires, etc., qui nous donnent quelques pistes. Mais voilà, en quelque manière, c'est leur réussite de ne pas avoir laissé de traces dans les archives. Merci. Peut-être pour finir sur cette question des Anglais, puisqu'il y a une question qui a été posée par notre collègue Emmanuel Berger. Est-ce que tu sais si les Anglais avaient un statut particulier par rapport à d'autres étrangers à cette époque-là? Ils étaient plus surveillés, plus... Très, très belle question. Et en fait, ce qui est si intéressant pour la question des Britanniques et voilà, donc les Anglais, les Écossais, les Irlandais, les Hanovriennes aussi, ou même des sujets coloniaux. Ce qui est très intéressant avec eux, c'est que donc cette vague d'arrestation et en quelque manière
le point final de toute une série d'autres décrets révolutionnaires qui concernaient les étrangers nés des pays qui étaient en guerre avec la France révolutionnaire. Et par contre, même si on a décrété, par exemple, début août 93 et encore une fois en septembre, qu'on allait en principe faire toute une vague d'arrestation de tous ces gens-là, donc tous les étrangers en France qui venaient des pays avec lesquels la France était en guerre, donc les Allemands, les Espagnols, les Autrichiens, etc., etc. En fait, en pratique, ça reste très, très restreint, surtout au moins à Paris, ce qui est le cas qui nous concerne ici et que j'ai bien étudié. Et donc, il y a peut-être par exemple, les Britanniques, à ce stade-là, il y a quelques dizaines d'arrestations, mais c'est seulement pour les Britanniques, parce qu'ils sont censés être une espèce d'ennemis extraordinaire, qu'on va poursuivre cette vague d'arrestations, leur ciblons tout particulièrement, et c'est seulement dans leur cas qu'on a plusieurs centaines, la quasi-intégralité de la population qui est arrêtée. Donc, c'est lié au fait qu'ils sont surtout soupçonnés dans les complots, les idées de complots qui circulent à ce moment-là. Mais bref, pour bien répondre à la question, oui, c'est autour des Britanniques surtout qu'on a poussé cette politique jusqu'au bout. Merci. Cette thématique de la proximité est vraiment très, très intéressante, je trouve, dans le sens où toutes les situations, les phénomènes que vous évoquez semblent d'une actualité assez frappante, et on les retrouve peut-être pas trait pour trait, mais des échos actuellement. Et quand Colline, tu parles de Robespierre, de son isolement, de sa bulle, c'est des choses qu'on reproche à nos politiciens actuels, et c'est vrai qu'on n'imagine pas ça de la part de quelqu'un qui était peuple, comme il le disait. Et puis ce que tu évoques, Pascal, sur la rumeur qui conduit à la méfiance et qui conduit à la mobilisation avec les réseaux sociaux. Maintenant, on voit aussi, alors même si la mobilisation est moins peut-être par des émeutes, mais ça peut l'être également. Et on a une question là-dessus qui s'adresse peut-être à tous les trois, même si c'est principalement pour toi, Pascal. C'est qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que vous pensez de la prise du Capitole il y a quelques jours de ça? J'hésiterais à faire une association entre Réveillon et le Capitole. Ce que j'en pense, depuis, je vais laisser évidemment répondre mes collègues là-dessus, mais ça ne m'était jamais arrivé auparavant. Vous me direz, je suis sûr que je ne suis pas le seul à m'être senti de cette façon, mais novembre, décembre, janvier, je n'ai jamais été aussi anxieux par rapport à une scène politique qui n'est pas la mienne. Je suis à Montréal, je suis au Canada, mais tous les jours, j'étais inquiet de ce qui allait se produire. Et puis, l'événement du Capitole m'a sidéré. Donc, on est sidéré pour deux raisons. À la fois parce que on est sidéré parce que très clairement, on retrouve au Capitole l'extrême droite motivée par une série de personnages qui n'acceptent pas les résultats démocratiques. Et puis, ça pose aussi la question de la mobilisation, la question parce qu'il existe, comme on l'a vu, des émeutes qui ne sont pas des émeutes révolutionnaires, mais qui sont des émeutes réactionnaires. Et que là, sans avoir vraiment poussé la question, il est clair qu'il y a dans la mobilisation, qu'il y a dans la recherche, en quelque sorte, qu'on ne trouve pas avec l'émeute Réveillon, mais la recherche d'un meneur, en quelque sorte. Les meneurs sont inventés par les autorités dans le processus de répression, mais a priori, on ne voit aucunement dans les archives
qu'il y a eu réellement, qui sont ceux qui ont préparé les effigies, qui sont ceux qui auraient été les premiers à mobiliser. Donc, on ne trouve pas ça dans les émeutes Réveillon. Mais il y a néanmoins des points communs, comme tu le soulignais à l'instant, Simon, des points communs dans la mesure où il y a une contagion des nouvelles qui permet d'agréger un certain nombre de personnes qui peuvent avoir des profils complètement différents, mais qui, au nom de toute une série d'informations plus ou moins vérifiées, donnent le semblant d'une solidarité et d'une mission commune. Donc, voilà. Donc, entre la catastrophe et l'envie de faire des liens avec ce qu'on peut plus sereinement étudier dans les archives. Ma réponse, c'est similaire. En fait, c'est catastrophique ce qui s'est passé à Washington. Mais ceci, s'il y a des points de comparaison, je pense que ce n'est pas vraiment facile à faire la comparaison parce que les moyens de la puissance, les forces de la mobilisation, c'est totalement différent au XXIe siècle, en fait. Et je pense que ce qui se passe dans le Faubourg Saint-Antoine, dans Marseille, c'est bouche à l'oreille, c'est à la rumeur. En fait, c'est quelque chose qui passe dans les voisinages, dans les quartiers, qui vient d'en bas. Et puis avec Washington, c'est quelque chose de totalement différent. C'est organisé d'en haut, et avec des moyens puissants des médias, tous les réseaux sociaux, etc. Donc, s'il y a quelque chose, c'est un peu superficiel pour moi, les comparaisons. Alors, au risque d'être aussi superficiel, je voulais te demander, Colin, si tu penses qu'il y a des similarités entre Trump et non, je ne suis pas. I'm not going there. Non, je n'accepte pas. Parce qu'à mon sens, non. des éléments communs. Une autre question qui, je pense, s'adresse plutôt à Simon, sur le rôle des femmes dans la culture révolutionnaire. Tu as parlé d'un cas où un homme essaye de demander la citoyenneté française en épousant une femme française. Est-ce qu'elles prennent un rôle différent par rapport à sa citoyenneté? Elles participent à cette solidarité révolutionnaire? Est-ce que ça fait changer en quelque sorte la considération sociale pour la femme à l'époque? Est-ce que ça la désinvisibilise? Merci beaucoup. Encore une fois, une très belle question. Et c'est vrai que oui, en effet, il y a des cas à ce stade que, bref, au moment qu'il y a ces vagues d'arrestation, tout le monde doit s'adapter de manière en mode crise pour pouvoir échapper aux forces de la loi. Et entre autres, on trouve, oui, quelques exemples d'hommes, je pense à un homme irlandais qui s'est marié avec une femme française à Paris et qui met tout ça en évidence, qu'il est père de famille, etc. Donc, il pousse tous les boutons pour bien pouvoir montrer sa citoyenneté vernaculaire, si vous voulez, au local, comme j'ai cité un moment l'historienne américaine Tamara Herzog qui dit, même si on n'avait pas de documentation en tant que naturalisé formellement, juste avec son vécu, on pourrait devenir citoyen. Donc voilà, ça existe. Par contre, comme j'ai évoqué aussi, c'est justement autour d'octobre 1793 que les historiennes des femmes en révolution à Paris, par exemple, je pense au livre magnifique de Kitty Jarvis qui est apparu tout récemment, c'est autour de ce moment-là que la possibilité d'être femme et citoyen devient de plus en plus serrée et limitée. Et en effet, c'est beaucoup plus facile de s'échapper à la loi d'arrestation en disant « je suis une femme anglaise, irlandaise, écossaise, etc., mariée avec un homme français ». Et ça a pas mal marché. Et en fait, il y a même des démarches dans la Convention pour faire une nouvelle exception pour ce genre-là de personnes. Donc, seulement, comme j'ai cité il y a un moment, Bertrand Barrère, autre grande
idéologue révolutionnaire. Il dit à un moment, et c'est pas du tout la révolution de Mary Wollstonecraft rêvait des droits de femmes, mais il dit le sort de la femme suit son mari. Donc voilà, on voit toute, je ne sais pas si c'est trop exagéré, la misogynie de la révolution radicale à ce stade aussi, avec même au sein de ces arrestations. Puisqu'on évoque le rôle des femmes, est-ce que vous avez, Pascal et Colline, quelque chose de particulier à dire par rapport à votre sujet, donc sur le rôle qu'elles avaient pu jouer dans les émeutes et aussi dans le fan club de Robespierre, est-ce qu'il était plutôt masculin ou féminin? Oui, on dit en fait, c'est surtout la légende anti-robespierriste après Thermidor que la plupart de ces adorateurs, ce sont des femmes. Donc, ce sont leurs dieux, en fait. Ils sont des femmes pieuses qui ont changé le bon Dieu pour Robespierre. En fait, c'est très intéressant avec Robespierre parce qu'avant la Révolution, il dit des choses sur les droits des femmes qui sont assez radicales, mais pendant la Révolution elle-même, il devient plus sceptique. Surtout le fait que les femmes radicales sont associées avec les hébertistes, les enragés, les gens de l'extrême gauche pour Robespierre et les Jacobins. Et c'est pour cette raison, je pense qu'ils sont contre elles et que les Jacobins et l'Assemblée nationale les mettent à l'écart. Mais en fait, c'est très intéressant. Les femmes sont vraiment une bonne partie des révolutionnaires. Les travaux de Dominique Godineau en particulier, mais aussi beaucoup d'historiennes américaines et anglaises sont là pour prouver que le rôle qu'elles jouent est très important, je pense. Ce qui concerne les émeutes du Faubourg Saint-Antoine, c'est-à-dire qu'il faut compléter ce que les archives de la prévôté de l'île racontent avec les témoignages des éventuels mémorialistes, diaristes qu'on retrouve dans les correspondances. C'est-à-dire que, comme Clara Chevalier l'a bien démontré, c'est-à-dire que les femmes ont un rôle, en tout cas dans les émeutes parisiennes et très certainement dans les émeutes du Faubourg Saint-Antoine, elles ont un rôle de mobilisation. Hein. Elles ont un rôle particulier pour le recrutement. Et puis, on les retrouve moins dans les archives judiciaires, puisque une fois que les violences se mettent en place, eh bien, elles s'écartent un peu, en quelque sorte, pour laisser les hommes prendre les armes et puis briser les fenêtres et entrer dans la manufacture. En revanche, on a dans les papiers, dans les procès et dans les condamnations, il y a une femme, la femme Trumeau, qui est l'une des rares émeutiers à être condamnée, donc pour l'exécution du 18 mai. Donc, il y a deux séries d'exécutions, hein, deux condamnés à mort dès le 30 avril, et puis ensuite quelques autres exécutions, deux encore à mort le 18 mai, puis des condamnations à d'autres peines. La femme Trumeau est donc considérée comme meneur, hein, elle a été arrêtée, mais elle n'est pas exécutée puisqu'elle est enceinte. Et elle sera libérée ensuite, là encore, au mois d'août. Là, non pas parce qu'on n'a pas fait son procès, mais parce qu'elle sera graciée. Je dis au mois d'août, c'est peut-être plus tard en 91, mais disons, elle ne sera pas exécutée et sans pour autant devenir une patriote, on considère qu'il est de bon ton que la justice révolutionnaire la relaxe, en quelque sorte. Donc elles ont un rôle, mais dans la répression, disons qu'elles... pour le cas très précis qui nous occupe, eh bien, c'est la Trumeau qui est inventée comme meneur et puis qui ensuite, donc, heureusement, pourra sortir des prisons. Je peux ajouter, parce que tu fais une étude sur les premières journées de la Révolution, les dernières grandes journées de la Révolution, les journées prairiennes, le rôle des femmes était très, très important.
Donc, cela a été commenté à l'époque, mais ceci, les historiens le disent aussi. Et puis, je ne sais pas si ça révèle une certaine politisation des femmes à travers les années de la Révolution. Peut-être il y a d'autres facteurs, le rôle de la famine, en fait, en prairiat, ça c'est aussi important, je pense. Mais c'est très intéressant, il y a un grand contraste entre les meutes de Réveillon et les journées de prairiat. Il y a une question, Pascal, sur la référence pour les faiseuses d'opinion. Est-ce bien Martine Lappier? C'est-à-dire que lorsque j'ai parlé des territoires féminins, je ne sais pas si c'est de ce dont on parle, j'ai parlé des territoires féminins où les femmes donc, ont un rôle particulier dans les rues et dans les marchés. Ça, c'était une formule de David Garrioch. Les femmes comme faiseuses d'opinion, donc c'est, je le vois à la fois dans les travaux de Dominique Godinot, à la fois dans les travaux de Garrioch, je l'évoquais. Pour ce qui concerne, j'ai envie de vous dire, c'est probablement plus ancien, mais ce qui concerne justement l'espèce de politisation, et je pense que ça rejoint ce qu'évoquait Colin, cette espèce de politisation populaire où, à défaut de faire des opinions, en tout cas, elle les partage, elle les colporte. Je travaille depuis de longues années avec Daniel Roche, Nicolas Lioncan, Sabine Juratic sur le très beau journal du libraire Simon Prosper-Hardy. Et on le voit moins au début de son journal, mais dans les années 85, 86, 87, 88, 89. Donc, non seulement il est un promeneur et il surveille Paris, mais ce qui est intéressant, c'est de sentir le rôle qu'il donne à sa bonne, qui est chargée d'aller chercher du pain chez le boulanger. Et non, son travail, ce n'est pas seulement de prendre le pain du libraire Hardy, c'est aussi de lui raconter exactement ce qui se discute à la boulangerie où les femmes se réunissent. Alors évidemment, on discute du scandale de la montée du prix du pain, mais d'autres questions que Hardy note dans son journal grâce à sa bonne qui, à travers Hardy, on sait qu'elle est une oreille, mais on peut aussi imaginer qu'elle est aussi une bouche et qu'elle participe à ces discussions dans ces lieux névralgiques que sont les boulangeries, les marchés, etc. Tu as évoqué à plusieurs reprises le terme de recrutement qui évoque l'idée de quelque chose de très, très intentionnel. Est-ce que concrètement, tu as les éléments, tu sais comment ça se passe quand les gens vont Faubourg Saint-Marcel, Faubourg Saint-Antoine, pour recruter des gens pour des émeutiers, c'est comment ça se passe? Ben, ce qu'on note dans les archives, là encore, de la prévôté de Lille, donc des archives pour mener procès et puis pour punir. Donc, ce qu'on note, c'est les méthodes de recrutement les plus violentes et les plus radicales, qui est celle de défoncer les portes essentiellement des ateliers. Donc, on ne cible pas des résidences ou les garnis, mais ce sont les portes des ateliers où on exige que les travailleurs qui y sont les accompagnent. Donc ça, c'est ce qu'on note comme méthode de recrutement, un recrutement forcé en quelque sorte. Donc c'est ce que les archives judiciaires notent. Et ce qu'on note également, mais ça c'est ça fait partie d'une rhétorique de défense assez naturelle, c'est qu'on se retrouve par hasard en sortant d'un cabaret et qu'on est happé par la foule et que finalement, à son corps défendant, on participe à ce que la foule devienne une véritable marée humaine. Donc, il y a ce jeu très judiciaire de dire « j'y suis pour rien, mais j'ai été transporté par la foule », ou bien les émeutiers sont véritablement des brigands puisqu'ils défoncent les portes et ils nous forcent à les accompagner. Et puis, pourtant, on a néanmoins d'autres documents, d'autres correspondances qui finalement
partagent des intuitions plus qu'ils ne sont des témoignages réels de la situation, où on évoque, et c'est là où j'ai parlé de la préméditation, on évoque qu'on a quand même pris 4 jours avant de mettre en place éventuellement des itinéraires, mais peut-être concentrer des responsables pour préparer, transporter les effigies. Donc, c'est assez confus. Évidemment, la question de recrutement et de mobilisation, c'est difficile à retracer, mais sans doute qu'elle est à la fois une part de recrutement agressif, en quelque sorte, et aussi de véritable... et là, je soutiens ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport aux solidarité professionnelle et solidarité de précarité. Je pense que pendant les 4 jours qui ont préparé le torrent, en quelque sorte, il y a eu un véritable travail de connivence, de complicité pour que le 27 puisse bien fonctionner. Merci. Colline, je sais que tu dois nous quitter incessamment. Est-ce que tu veux dire un mot de conclusion? Oh, non, juste remerciement de dire mes excuses. La nuit des idées continue, mais moi, je vais ailleurs. Je vais, enfin, c'est une conférence que je donne au Louvre sur le sourire au XVIIIe siècle, en fait. Mes excuses, mais merci à tous. Merci beaucoup de ta participation, d'autant plus que voilà, tu avais d'autres obligations dans la même soirée. Merci infiniment. Merci. On va sans doute conclure. Je voudrais peut-être juste évoquer là quelqu'un qui a donné une information intéressante dans les questions. Je ne sais pas si tout le monde la voit, donc je vais vous le lire. En écho à la réflexion engagée sur le rôle des femmes durant ces années révolutionnaires, quelqu'un nous signale la parution imminente de l'ouvrage de Marie Goupil-Travers, qui s'intitule « Braves combattantes, humbles héroïnes, trajectoire et mémoire des engagés volontaires de la Révolution et de l'Empire », qui sortira aux presses universitaires de Rennes en février 2020. Donc, c'est un livre qui est issu d'un travail de recherche qui a reçu le prix Mnémosyne 2019 par l'association Mnémosyne en histoire des femmes et du genre. C'est une autrice qui est en thèse avec Dominique Godineau que tu évoquais à l'instant. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ces questions-là, le travail de Marie Goupil-Travers qui va être bientôt disponible. Simon, Pascal, je vous laisse dire un mot de conclusion si vous voulez ajouter quelque chose à ce qui a été dit, une précision. Juste un petit mot de remerciement pour toutes les belles questions qu'on vient de recevoir du public. Merci infiniment de votre présence et de votre soutien. Merci. Je seconde avec enthousiasme Simon. Et puis, je rappelle aussi donc toute la reconnaissance que j'ai pour l'IEA d'avoir été à l'instigation de ce bel événement. Donc, merci infiniment. Merci à vous d'avoir répondu présent. Merci au public et à ces excellentes questions. Et puis, je dis bonne soirée à ceux qui poursuivent la nuit des idées, mais aussi bonne soirée à tous et à toutes dans tous les cas. Et peut-être à bientôt à l'IEA, en tout cas sans doute à bientôt sur Zoom ou sur